Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde pour échanger avec nos experts sur la mise en place de solutions de sécurité pour une meilleure protection de vos infrastructures. Pour animer cette émission, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Audrey, qui est responsable Channel France chez Sequoia. Bonjour Audrey. Bonjour. Est-ce que tu peux déjà dans un premier temps te présenter toi-même et présenter l'entreprise Sequoia, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc Audrey Evon, responsable channel sur l'ensemble du périmètre français. Mhm. Donc j'ai intégré les équipes Sequoia il y a maintenant 3 ans et donc Sequoia, pour ceux qui ne connaissent pas encore, Sequoia est une entreprise, européenne, spécialisée en matière de cybersécurité. Mhm. Et nous avons développé une plateforme SOC, une plateforme XDR Mhm. qui propose une solution de détection, de rémédiation, et tout cela enrichi par du renseignement de cybersécurité exclusif et qu'on l'on intègre nativement dans la plateforme. Mhm. Merci. Et d'autres choses à rajouter sur Oui, Sequoia? oui, tout à fait. Donc, Sequoia, aujourd'hui, est une entreprise qui date de 2008. Mhm. Aujourd'hui, on couvre un peu plus de 500 clients, en termes de couverture sur l'ensemble du territoire. Ces 500 clients sont divers, et variés, c'est-à-dire que, nous avons des clients, tels que des collectivités locales, tels que, des entreprises de petite taille, de moyenne taille et bien sûr des grands comptes. Donc on a cette capacité de pouvoir accompagner, différentes typologies, d'entreprises, au travers de notre solution XDR. Mhm. Voilà. Très bien, c'est très clair. Merci pour cette présentation et merci d'être là. Également, justement, l'un de ces partenaires pour cette table ronde MSSP, ça va être Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Manuel. Tu es directeur cyberdéfense chez Unit. Est-ce que tu peux te présenter pareil, toi, rapidement, et ainsi que l'entreprise? Ouais, tout d'abord, merci pour l'invitation. Pour présenter mon rôle dans l'entreprise, mon rôle, c'est de développer notre activité Cyber Defense Center, Mhm. qui regroupe plusieurs offres, mais les deux plus notables sont l'offre MSSP, on en parlera un peu après, mais l'offre MSSP qui fournit un service de SOC manager pour Mhm. nos clients, et notre offre de CSIRT, c'est-à-dire de remédiation post-incident de sécurité, post-mortem, comme on dit parfois. Et on intervient sur l'ensemble du territoire national, en 24/7, en 8/5, on s'adapte vraiment aux besoins de nos clients. Oui. Très bien, très clair, merci. Et enfin, nous sommes également avec Noël, qui est business developer chez Stormshield. Bonjour Noël. Oui, bonjour Manuel. Bonjour à tous. Donc effectivement, je fais partie de l'équipe des business développeurs pour développer notamment cette offre MSSP. Mhm. Et puis j'ai aussi un pied dans la technique avec la partie product management, notamment autour du produit EDR dont on parlera un petit peu plus tard. Mhm. Donc, merci à vous trois pour vos présentations. Juste pour vous indiquer, comme d'habitude, vous avez la zone de chat dans l'application GoToWebinar. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, que ce soit à Audrey, Guillaume ou Noël, sur les différents points que l'on va aborder lors de cette table ronde. Nous y reviendrons à la fin pour y répondre avec leur expertise. Également, on le sait tous, hein, qu'aujourd'hui, le paysage de cybermenace est en constante évolution et il y a des attaques qui vont être ou qui deviennent en fait de plus en plus sophistiquées. D'ailleurs, j'ai retiré en fait, pour vous donner un ordre d'idée rapidement à vous et à ceux qui nous regardent, d'après un rapport de l'ANSSI datant de 2023, 58% des victimes sont soit des collectivités locales, soit des PME, donc des petites et moyennes entreprises et des entreprises à taille intermédiaire. Donc, ce sont des cibles privilégiées. Pourquoi? Ben, la raison, malheureusement, est assez simple, c'est qu'ils ne disposent pas, en fait, de toute l'outillage nécessaire comme les grands groupes ou les grandes entreprises du CAC 40. Donc, malheureusement, ils sont souvent moins bien protégés. Et les conséquences, en fait, de ces types de cyberattaques va avoir des conséquences plutôt très graves, comme la perte de données sensibles, comme l'interruption de l'activité, l'atteinte à la réputation de l'infrastructure ou encore de la perte financière. Donc, pour ces structures,
on va l'évoquer effectivement, le MSSP ou Managed Security Service Provider va les accompagner pour les aider à se protéger contre ces cyberattaques, comme tu disais effectivement Guillaume, tout en fournissant en fait un large éventail de services de sécurité et qui va permettre la surveillance et la détection des intrusions, l'analyse des logs, la réponse aux incidents ou encore tout simplement réaliser de la sensibilisation au sein de ces infrastructures. Avant d'ailleurs de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un tour d'horizon très rapide sur les jargons, sur les vocables techniques que l'on va utiliser, à savoir on va entendre parler de SOC, de EDR, de XDR comme tu évoquais Audrey, et également de MSSP. Donc je vous propose rapidement de balayer ces sujets avant de rentrer dans le dur. Ouais, en Ouais, effet, tu peux- ouais. comme on le disait, c'est vrai qu'on n'est pas avare d'acronymes en cyber. C'est vrai. Donc l'EDR, qui est la solution que j'évoquerai un petit peu au cours de ce webinaire, ça veut dire Endpoint Detection and Response. Donc c'est un outil qui littéralement est prévu pour détecter certains comportements, on va dire déviants, et de pouvoir proposer une réponse adaptée. On dit également remédiation. En réalité, il y a un amalgame qui est fait entre cet EDR et l'EPP, EPP Endpoint Protection Platform, qui est finalement l'évolution de l'antivirus d'antan, qui a évolué, faire une analyse comportementale et notamment pour protéger, donc pour bloquer des attaques. Donc aujourd'hui, quand on parle d'EDR, on parle un peu d'EDR et de PP, on y reviendra un peu plus tard, mais bon, c'est l'outil de protection du poste de travail. Voilà, Voilà pour la partie EDR, EPP. Et donc si je peux me permettre Oui, de bien sûr. compléter, par rapport à ce que tu expliques, Noël. Donc effectivement, vous avez, cette première couche de sécurité qui est la partie EPP, EDR, dont parlait Noël. Et ensuite, vous allez avoir besoin, en fait, d'une seconde couche qui s'appelle la couche XDR. Donc effectivement, il y a beaucoup d'amalgames, il y a beaucoup d'acronymes dans notre milieu. XDR, si je reviens sur cette définition, cela signifie Extended Detection and Response. D'accord. Donc c'est un module qui va permettre finalement d'étendre la sécurité sur l'ensemble du système d'information du client. Et donc, au travers de cette solution, vous allez pouvoir venir collecter des données émanant de la partie endpoint, mais pas que, de la partie cloud, de la partie workspace, de la partie firewall, etc., etc. Et donc, vous allez venir agréger toutes ces sources dans un seul et même outil pour avoir finalement une vision à 360 degrés de votre système d'information. Voilà, pour améliorer le time to value, pour améliorer en fait vos capacités de détection. Et bien sûr, derrière, une fois que vous avez amélioré ces capacités, ce qui est intéressant, c'est d'orchestrer et d'avoir un module de rémédiation pour pouvoir vous permettre d'agir en temps réel lorsqu'il y a une menace avérée. Donc c'est en cela en fait que la définition d'extended porte tout son sens avec sa notion voilà, de supervision étendue sur l'ensemble du système d'information. C'est très clair, merci. Concernant justement le mot SOC, aujourd'hui, Guillaume, tu peux nous donner une définition rapide sur qu'est-ce que c'est? Une définition très opérationnelle, très synthétique, mais un SOC, c'est une équipe d'analystes qui s'appuie sur les outils qui viennent d'être présentés par Noël et Audrey, et qui vont être en mesure d'intégrer et de déployer ces outils chez nos clients, de traiter les alertes, l'alerting qui est remonté par ces outils, d'identifier les menaces et de trier les faux positifs, et en cas de menace avérée, de produire un plan de réponse de remédiation à l'incident de sécurité. Merci, Guillaume. Aujourd'hui, justement, ma prochaine question est directement pour toi. Qu'est-ce qui fait qu'un MSSP, donc un Managed Security Service Provider, est les vents en poupe? On en parle depuis quelques années et c'est un peu le nouveau mot à la mode dans la cyber. Ouais, tout à fait. Le MSSP, comme tu le dis, est un fournisseur de SOC mutualisé qui permet donc à des clients d'externaliser leur service de détection et de réponse à incident. Et depuis 2019, moi, ce que je constate, c'est une augmentation sensible du nombre d'organisations de tout type, privées, publiques, de toute taille, de tout secteur d'activité, qui font appel à des MSSP pour gérer un SOC externalisé. Et les études que je lis montrent que cette tendance va encore croître jusqu'au moins 2030.
ce que je constate, moi, au niveau de mes relations avec mes clients, c'est que cette relation a évolué. C'est-à-dire que les clients, à l'heure actuelle, recherchent une relation avec un prestataire de sécurité qui soit en mesure de comprendre les spécificités de leurs besoins, également de leur environnement technique et technologique, de leur système d'information. Et parallèlement à ça, puisque ces clients sont en attente d'une compréhension de leurs besoins et de la spécificité de leurs besoins, parallèlement à ça, ils attendent des solutions qui soient sur mesure également, qui soient adaptées à leurs besoins, bien évidemment. Alors, pourquoi on existe, nous quel besoin nous satisfaire en tant que MSSP? Eh bien, pour ça, il faut revenir à la définition du SOC, qui était de dire qu'un SOC, c'est des outils et une équipe d'analystes, et une organisation qui souhaiterait se doter en interne d'un service de SOC fait face à deux obstacles majeurs à l'heure actuelle. Le premier, c'est le manque de compétences. Il y a sur le marché très peu de ressources disponibles en termes d'analyse SOC parce que il y a peu de formation et c'est un métier qui est très technique et la plupart des analystes sont aspirés, employés par des SOC, exactement, des grandes organisations. Donc manque d'accès aux ressources. Et puis, qui dit manque d'accès aux ressources, on dit cherté, bien évidemment, puisque les coûts salariaux d'un analyste SOC sont relativement élevés. Ça devient économiquement compliqué, peu viable pour une organisation de maintenir une équipe SOC en interne. Donc, c'est pour résoudre cette équation qu'un MSSP existe, puisque en maintenant en son sein son SOC, son équipe d'analystes, il met à disposition de ses clients l'accès aux compétences, des compétences d'analyste, et il répartit la charge de cette équipe sur l'ensemble de ses clients, ce qui permet finalement de rendre le SOC accessible. Et voilà, c'est cette équation que l'on résout. Donc, maintenant, si je reviens toujours à ma définition, le SOC, c'est une équipe d'analystes. On s'appuie sur des outils. Et ces outils nous permettent d'avoir des actions de détection et de réponse à incidents. Et on va utiliser, par exemple, un EDR. Alors, c'est là que je prends le relais. Sur la partie EDR, effectivement, je vais parler un petit peu de notre EDR qui s'appelle Storm Shield Endpoint Security, SES, on rajoute un acronyme, c'est comme ça. Cette solution, on a vraiment joué le jeu de cet amalgame EDR-EPP que j'évoquais au départ, puisque notre baseline au niveau marketing, c'est de dire SES, c'est l'EDR qui protège avant tout, donc pour mettre en avant le côté pragmatique et protection du poste de travail. Les deux gros bénéfices que l'on peut avoir en tant qu'entreprise utilisatrice de cette EDR, le premier, je dirais, c'est un bénéfice commun un peu à la gamme de produits Storm Shield, c'est la confiance. Puisque le produit est 100% développé en France, mais également supporté et maintenu par des équipes françaises. On a été également certifié par l'ANSSI au niveau de ce produit à la fin de l'année dernière. Et puis, cette certification est d'ailleurs reconnue en Allemagne et on en a une autre en Espagne. Donc, voilà, pour montrer ce côté confiant au niveau européen. Le deuxième gros bénéfice de cette solution, c'est le côté sérénité que l'on peut avoir dès lors, même si on n'est pas technique, dès lors qu'on a cette solution dans nos murs, puisqu'il y a une politique par défaut qui fait que même si on ne l'a pas configurée, ça amène un niveau de protection non négligeable sur les postes de travail. Bon, pour rentrer un peu dans des détails et des avantages un peu plus techniques, un peu plus précis, j'aime bien rappeler le côté prévention temps réel de la solution, puisque cette EDR est capable de détecter des comportements malveillants, comme par exemple une tentative de ransomware qui voudrait chiffrer des fichiers. On va pouvoir les détecter très rapidement et donc les bloquer. Donc ça, c'est un élément clé de pouvoir réagir très rapidement. Deuxième avantage technique de cette solution, elle peut s'installer en mode SaaS ou on-prem, encore une fois, selon ce qui aura été convenu typiquement avec le MSSP. On va pouvoir vraiment s'adapter au contexte et aux exigences des clients. Et enfin, le troisième point, c'est la notion d'ouverture de ce produit qui se veut être interconnecté, interconnectable. Donc, on peut émettre des logs qui vont être notamment interprétés par Sequoia, on en parlera un petit peu plus tard. Mais on a aussi en entrée, si j'ose dire, la partie API REST, qui permet de recevoir des ordres, des consignes, on va dire, d'une plateforme générale comme la plateforme XDR. Oui, tout à fait.
Oui, je suis d'accord avec toi. Nous, en tant que MSSP, on utilise le DR comme le bras armé de la sécurité. C'est le premier soldat c'est notre première ligne, en réalité. Oui. Parce que c'est lui qui est en mesure de, de détecter en première ligne les comportements anormaux, les comportements suspects sur les postes de travail, sur les serveurs. Mais c'est lui également qui est en mesure d'apporter une réponse. Mais ça, c'est un point pour nous qui est indispensable de la sécurité. Hein, c'est une condition sine qua non, on le martèle. Mais le DR est une condition indispensable, mais pas suffisante. Parce que le DR, installé sur le poste de travail, sur les serveurs, ne permet d'avoir une visibilité que sur, en gros, on estime entre 10 et 20% de ce qui se passe sur un système d'information. Les remontées de log, c'est en gros 10 à 20%. Et donc, il y a un angle mort dans la vision du SOC sur ce qui se passe sur le système d'information. C'est tout le reste. Et c'est pour ça qu'on utilise également un XDR pour justement avoir une vision étendue du système d'information. Tout à fait. Et pour venir compléter du coup ces premières notions, donc vous l'avez compris, Sequoia, donc c'est une plateforme SOC, mais c'est avant tout un outil à destination des équipes opérationnelles, donc les SOC, que ce soit d'ailleurs dans un modèle externalisé, donc par le biais du NIT, mais aussi internalisé. On a des grands comptes qui internalisent cette partie-là. Donc, une solution qui est finalement à destination des équipes opérationnelles, qui est très orientée métier, et qui va permettre finalement de rendre plus facile la tâche quotidienne donc, des analystes, et qui va rendre beaucoup plus facile, simplifier les capacités de détection et améliorer finalement la partie rémédiation. Grâce à cette vision justement à 360 qui va venir, comme je le disais, collecter différentes sources de données. Et surtout, ce qui va être intéressant, outre la collecte, ça va être on va venir corréler cette donnée directement avec du renseignement cyber pour pouvoir être en capacité de mieux anticiper et d'améliorer la performance continue. Et donc toujours sur du temps réel. Si je devais retenir, on va dire, 3 bénéfices, le premier, vraiment, est celui qui caractérise notre solution. C'est la partie CTI, donc Cyber Threat Intelligence, encore un acronyme. Je m'en excuse. Si je le traduis, donc on se parle de renseignement en cybersécurité. Et donc aujourd'hui, Sequoia a une équipe dédiée, donc une vingtaine d'analystes dédiés pour étudier la cybermenace dans le monde. Donc pas uniquement en France, mais on va vraiment étudier cette donnée partout, donc en Russie, aux États-Unis, Israël, en Asie, etc. Donc on a une compréhension globale de la cybermenace. Et cette compréhension, cette information, on la rend disponible, directement disponible dans la plateforme pour améliorer les capacités de détection. Et donc, s'il y a un premier avantage qui améliore la performance, c'est vraiment la CTI, la richesse et la qualité de notre enseignement, qui est vraiment notre cœur d'expertise et notre ADN. Un deuxième bénéfice que je soulignerai ici, on en a parlé tout à l'heure, c'est notre capacité finalement à être agnostique. Notre volonté, c'est vraiment une volonté d'ouverture. Aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est qu'un DSI et un RSSI est confronté à utiliser différents outils. Donc des outils pour pouvoir gérer la partie firewall, la partie endpoint, mais la partie workspace, la partie IAM, etc., sur l'authentification de données, etc., etc. Donc, bref, tout un panel d'outils, en moyenne entre 10 et 15 outils différents, de marques différentes, ce qui complexifie grandement la tâche de nos DSI et de nos RSSI. Par rapport à ce contexte, Sequoia apporte une réponse très claire, avec un système vraiment d'ouverture, et donc on crée des alliances technologiques. C'est précisément ce que nous avons fait avec StormShield, en créant une alliance pertinente, technologique, qui va permettre finalement de venir agréger et de venir rendre plus performante en fait le trinôme, donc avec le service du NIT, l'ensemble de la solution. Donc ça, c'est hyper important, cette notion d'ouverture. Donc peu importe les technologies que le client aura derrière, on viendra en fait chapeauter et venir collecter en fait toutes ces informations. Donc ça, c'est un premier point. Et aujourd'hui, Sequoia a développé plus de 200 intégrations, ce qui nous permet vraiment de couvrir un panel très large
de solutions de cybersécurité chez nos clients. Venir collecter, c'est très bien, mais ce qui va être aussi intéressant, c'est de pouvoir associer des règles de détection. Des règles de détection par technologie, mais aussi des règles qui vont être complètement personnalisables. Avec l'aide de notre partenaire qui est expert en solutions Sequoia, on va venir vraiment développer et mettre en place une solution et un outil avec un service qui va être personnalisable à la fois sur la partie règles de détection et aussi sur la partie rémédiation. Donc, ce côté voilà, agnostique, ouverture est très important pour nous. Et encore une fois, ça fait partie de notre ADN. Dernier élément, on n'en a pas parlé ici, mais c'est effectivement la partie pricing qui est quand même le nerf de la guerre et nous sommes confrontés tous les jours à cette fameuse gestion financière et donc on y est sensible. Lorsqu'on a lancé notre go-to-market, notre produit sur le marché, nous avons décidé de prendre un peu le contre-pied par rapport à ce qu'il existait précédemment chez d'autres acteurs CIEM historiques. On a fait le pari de ne pas définir un tarif à la volumétrie de log, mais plutôt basé sur l'asset. Donc l'asset, c'est le nombre d'utilisateurs plus le nombre de serveurs. Et donc, on va prendre en compte l'ensemble du périmètre du client pour pouvoir définir le pricing. L'avantage qu'il va y avoir avec ce nouveau mode de calcul, qui est disruptif, encore une fois, par rapport à ce qui existait avant, ça va être la prédictibilité. Avec du Sequoia, vous allez pouvoir vous projeter plus facilement sur une analyse ou une gestion financière à 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que vous allez être en capacité de pouvoir déterminer le nombre d'assets. Alors que parfois, sur une volumétrie de log, c'est plus compliqué. En fonction de la croissance de l'entreprise, de croissance externe, etc., c'est plus compliqué. Donc, la prédictibilité pour nous, avec une tarification à l'asset, est prépondérante dans notre mode de calcul, ce qui favorise aussi les échanges et la meilleure gestion côté financière chez nos clients. Voilà pour les 3 bénéfices. C'est parfait côté Sequoia et j'ai bien entendu également côté outillage EDR, donc côté XR pour Sequoia et côté EDR pour StormShield. Donc merci. Guillaume, d'ailleurs, tu as fait effectivement ce choix, t'en parlais quand t'expliquais le SOC et tu es un peu le libre armé. Donc le choix technologique, aujourd'hui, quelle complémentarité peut-on trouver entre le fait d'utiliser au quotidien en tant que MSSP du StormShield et du Sequoia et comment, en tant que MSSP Unit, va orchestrer ce tout. Oui. En tant que MSSP, on est plutôt bien placé pour évaluer l'intérêt de la complémentarité entre une solution EDR et une solution XDR. Oui. Si je reprends un peu ce qui vient de se dire, le XDR permet d'avoir vraiment une vision étendue du système d'information, parce qu'on raccorde les pare-feux, parce qu'on raccorde les postes de travail, les serveurs, parce qu'on a raccordé l'AD, les environnements cloud, enfin toutes les sources qui nous permettent qu'on peut et qu'on est en mesure de raccorder au XDR, on le fait. Dans la mesure du possible, ça nous donne une meilleure visibilité du système d'information. Pour autant, une grande partie des actions de remédiation, elle va être opérée au niveau des postes de travail et des serveurs. C'est pour ça que la complémentarité entre l'EDR et le XDR est pour nous essentielle. Et on l'a constaté très récemment là chez un de nos clients, chez lequel on a déployé et configuré SES et ensuite configuré Sequoia, raccordé Sequoia aux sources de données. On l'a vu que le fait que ces 2 éditeurs aient fondé ce partenariat technologique, eh bien ça a rendu l'intégration beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide et in fine beaucoup plus performante. Ouais, j'aime bien, enfin je me permets de rebondir sur ce que tu dis, parce que le fait effectivement, on peut tirer des règles, je dirais, de bénéfices pour les utilisateurs, de travailler avec des gens et des technologies qui fonctionnent déjà ensemble. C'est notamment la notion de qualité que tu viens d'évoquer. Ça va faire gagner du temps sur la phase de déploiement quand on sait que les solutions fonctionnent déjà entre elles. Dès lors qu'on a touché quelques éléments techniques, on sait les soucis d'interopérabilité qu'on peut avoir. Donc une meilleure qualité, ça aide à la partie build, à la partie intégration. Ça aide aussi à la partie suivi et gestion opérationnelle du quotidien. On va être plus rapide quand on n'a pas à débugger avant d'analyser ce qui se passe derrière.
C'est plus simple aussi pour le MSSP, je dirais pour celui qui va administrer la solution, parce qu'il va pouvoir se concentrer typiquement dans notre cas, sur la console de son quotidien, c'est-à-dire sur la console Sequoia, c'est la console, XDR, qui va lui permettre de voir tout un tas de choses, tout un tas d'éléments, qui va lui permettre de bénéficier du coup des éléments de corrélation, de la solution, et donc, ben, au quotidien, ça va lui donner la simplicité et derrière, une 3e caractéristique intéressante, ça va lui permettre de réagir plus rapidement. Encore une fois, on a parlé plusieurs fois avec Audrey de cette notion d'interopérabilité, d'ouverture, d'interconnexion des solutions. Ben, grâce à l'API que la plateforme Sequoia va pouvoir exploiter sur notre solution EDR, eh bien, très rapidement, un SOC analyste va pouvoir déclencher une action de remédiation en s'appuyant par exemple sur les playbooks de Sequoia et directement agir, répondre au plus rapidement. Et ça, c'est un élément clé pour un SOC analyste. Bien sûr. Tout à fait. Et si je peux me permettre, il y a un dernier élément aussi qui a entraîné cette alliance technologique. Aujourd'hui, donc, je le disais en préambule, donc Sequoia, c'est une entreprise européenne, mais c'est surtout une entreprise qui est française avant toute chose. Et donc, il était important aussi pour nous de s'associer et de créer des alliances avec confrères, mais aussi des alliances de partenariat solides et pérennes entre acteurs français de la cybersécurité. Donc c'est un peu notre côté cocorico, mais qui fonctionne et qui nous tenait à cœur dans cette alliance et qui nous permet finalement de garantir un certain niveau de souveraineté, de protection de données en conformité avec ce que demande aujourd'hui l'ANSSI, donc conformité RGPD, conformité PCI DSS, conformité ISO 27001, etc., etc. Donc on est clairement dans cette démarche de la protection de la donnée pour nos clients. D'ailleurs, Sequoia, je ne l'ai pas précisé, on est hébergé aujourd'hui, on est une solution SaaS, mais on est hébergé chez OVH, donc qui est notre partenaire hébergeur, et ce qui nous permet de garantir une souveraineté et une maîtrise de bout en bout, en fait, dans la chaîne de la protection de la donnée, avec une vraie conformité. Voilà. Donc, d'où aussi l'alliance avec Stormshield qui faisait sens dans cette approche. Je pense, c'est très clair, effectivement, comme approche et comme choix technologique. Quelle est aujourd'hui la typologie, en fait, chez Sequoia, Stormshield et chez toi, Guillaume, chez Unit, qui va faire appel à vous? C'est-à-dire, on le disait déjà en introduction, au niveau de PME, des collectivités locales, ce sont elles qui vont être souvent les plus touchées, malheureusement. Quelle serait, selon vous, l'entreprise idéale? Je suis pas certain qu'il y ait une entreprise idéale, parce qu'en fait, comme on le disait tout à l'heure, les clients des SOC managés qui utilisent des outils type EDR ou XDR, en fait, sont de tout type, de toute taille, de tout secteur d'activité. Mais je peux donner 2 exemples peut-être pour vous donner une idée. On a été sélectionné Unit par une petite communauté d'agglomération de 200 endpoints. C'est en gros 200 postes de travail et serveurs. On a été choisi parce que on a un service de proximité, un service qu'on adapte, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, on adapte réellement à chacun de nos clients. Eh bien, on a déployé l'agent SES sur les postes de travail et les serveurs. On a configuré la console d'administration de SES, EDR de Stormshield. Ensuite, on a raccordé les sources de log à la plateforme Sequoia. On a activé des règles Nightshade qui sont déjà présentes dans la plateforme, mais on a aussi créé nos propres règles. Et on a mené ce projet en 2-3 mois. Et maintenant, on est en phase de run et on opère la détection et la réponse à incident pour ce client. Mais à contrario, je dirais qu'il n'y a pas de limite, encore une fois, au nombre de postes de travail et de serveurs qu'on peut superviser, même si en réalité, dans les très larges organisations de plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs, bien souvent, les SOC sont internalisés. Mais nous, par exemple, chez Unit, depuis 2 ans, on opère la détection et la réponse à incident pour un grand groupe européen qui travaille dans le retail, donc plutôt dans le privé cette fois-ci, et qui rassemble à peu près 10 000 collaborateurs. Je voulais revenir un instant là sur le premier exemple que tu as donné, puisque cette communauté d'agglo, bon, j'avais participé à l'avant-vente avec toi d'ailleurs, donc je peux en dire quelques mots et je pense que certains de nos auditeurs pourront peut-être s'y reconnaître aussi. Déjà pour faire face au point de dire ah ben si on fait appel à un service comme Unit ou une plateforme comme Sequoia, c'est forcément qu'on a un niveau de maturité très élevé. En vérité, non.
Dans le cas qu'on évoque là avec Guillaume, dans cette première référence commune, cette communauté d'agglo avait fait appel à un consultant pour justement pour cadrer un peu sa démarche. Donc la démarche était relativement claire. On conseillait à cette communauté d'agglo de s'équiper d'un EDR dans un premier temps, puis ensuite d'évoluer peut-être vers le XDR, peut-être vers du SOC. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de très échelonné et qui allait prendre un certain temps et sans doute un certain budget. C'est pour ça que la cliente voulait s'y conformer au plus strict. Bon. Ça, c'est le côté un peu, j'allais dire, un avantage peut-être pour elle et pour nous, c'est d'avoir une démarche à peu près cadrée. Par contre, il y avait un inconvénient, c'est qu'elle n'avait jamais entendu parler de l'EDR de Stormshield. Bon. Elle n'avait jamais non plus entendu parler des services de Unit, et puis de toute manière, j'allais dire, à ce moment-là, elle s'en moquait, puisque elle considérait que c'était pas forcément opportun. C'est là-dessus qu'on est arrivé pour présenter notre produit et nos services et notre complémentarité. Où on a pu mettre le doigt sur un risque majeur d'un déploiement d'EDR, j'allais dire, un petit peu la fleur au fusil, c'est pour une équipe restreinte de se retrouver submergée sous les actions à mener, notamment sur la phase initiale de déploiement, où oui, on va mettre un certain temps à faire le tri entre les logs, les faux positifs, ceux qui méritent d'être vraiment analysés, etc. C'est là où on a besoin d'avoir une réelle expertise de SOC analyste qui soit capable de le faire. Et là, ça a été tout je dirais, le bénéfice de notre collaboration tripartite, puisque les services de Unit ont pu prouver leur pertinence, leur expertise, montrer qu'ils s'appuyaient sur un outil qui est Sequoia, qui permettait tout de suite d'élargir le scope pour cette cliente-là, et du coup d'augmenter drastiquement le niveau de sécurité, et puis bien sûr de vérifier que l'EDR, puisque c'était quand même la demande initiale, cochait les cases et était bien au rendez-vous des exigences de ce client. Mais en tout cas, on a pu tout de suite l'accompagner et éviter que cette petite DSI soit noyée sous l'exploitation de cette première marche qui était l'EDR, puisqu'on a fourni l'ensemble du service dès le départ, et dans un budget qui a été satisfaisant pour elle. Oui, et pour le coup, c'est le sens de l'histoire, hein, parce qu'en réalité, sur ce projet, on a vu 3 types de gains différents apparaître. Le premier, c'est déjà, c'est pas le sujet de la discussion aujourd'hui, mais c'est déjà une mise en conformité vis-à-vis des exigences de NIS 2 en termes de détection et de réponse à incident, et c'est pas négligeable. Le second, c'est que en faisant le choix d'intégrer un MSSP avec directement l'EDR et le MSSP avec un seul projet d'intégration, eh bien, c'est économiquement viable. Oui, voilà. Plus intéressant. C'est plus intéressant, puisque finalement, mener 2 projets, un EDR, puis dans 2 ans, 3 ans, on sait que c'est la cible. XDR. Mener un projet XDR, bien sûr, on double les coûts, bien évidemment. Tandis que là, ça fait pas du 1 plus 1 égale 2, ça fait du 1 plus 1 égale 1,1 ou 1,2. Donc, économiquement, sur l'intégration, c'est intéressant. Et économiquement, ensuite, sur le management du SOC, c'est également intéressant parce que pour nous, en tout cas dans notre modèle chez Unit, que l'on manage un EDR ou que l'on manage un XDR, pour nous, ça représente le même coût. Donc, au final, cette cliente a eu un deuxième bénéfice qui était vraiment économiquement de faire une opération. Et puis, le troisième bénéfice, c'est de dire que en choisissant une solution XDR dès le départ, elle a considérablement, vraiment drastiquement augmenté la couverture de ces risques et donc réduit le périmètre de menaces possibles pour elle. C'est effectivement, je pense, une belle histoire et une belle success story sur comment, en tant que MSSP, tu arrives en fait à unifier la partie EDR et la partie XDR pour apporter effectivement un service à valeur ajoutée chez vos clients. Et sur mesure, c'est-à-dire qu'en réalité, on rend le SOC accessible à des organisations qui ne peuvent pas se le permettre en interne. C'est ça l'intérêt. Merci Guillaume. Ce que je vous propose, parce qu'on arrive malheureusement à la fin de cette émission, c'est de passer, je vois qu'il y a déjà quelques questions qui sont sur la zone de chat, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, que ce soit sur la partie XR, menée par Audrey, sur la partie de Noël sur l'EDR, ou même comment effectivement on peut apporter du service à valeur ajoutée par les guides d'un MSSP, et donc des questions pour toi Guillaume, n'hésitez pas à les poser et on y reviendra là tout de suite. Donc on va commencer, si vous voulez bien, cette séance des Q&A. Donc la première question, c'est quelle interopérabilité entre les solutions Sequoia et Stormshield?
Donc, peut-être, Audrey, tu peux... Alors, on a beaucoup parlé d'interopérabilité, on a parlé de cette notion agnostique. Donc, on a travaillé conjointement, donc aussi bien les équipes produits Stormshield que nos équipes produits Sequoia. Donc, il y a une vraie mutualisation des ressources pour pouvoir permettre l'unification en fait entre les deux solutions. Et derrière, le gros travail aussi qui a été fait, c'est vraiment sur la partie règles de détection. Parce que si vous ne faites que de la collecte, mais que derrière, vous n'associez pas les bonnes règles de détection en matière de détection, ça ne rendra pas plus performant en fait l'outillage. Donc voilà ce que l'on a fait ensemble. Donc le travail a duré plusieurs mois afin d'aboutir à une solution tripartite aussi avec la partie service intéressante et performante pour nos clients, avec des premiers cas d'usage qui sont très très satisfaisants et qui prouvent une forte amélioration en matière de détection. Si tu veux, je peux compléter un tout petit peu. Hein, c'est en fait l'interopérabilité technique, elle a lieu à deux niveaux. Il y a d'un côté être capable d'interpréter les logs émis par la solution. Donc là, il y a eu un travail effectivement sur le parseur de logs, donc de manière à ce que les logs aboutissent correctement et soient correctement interprétés et puissent bénéficier du coup de la partie corrélation de logs qui est un des atouts de Sequoia. Et puis dans l'autre sens, c'est la partie API REST qui est paramétrée du côté playbook, donc du côté orchestrateur et automatisation des actions de réponse et de remédiation sur la plateforme Sequoia, qui vont pouvoir envoyer des ordres, quand je fais ça veut dire envoyer des ordres, envoyer des ordres à la plateforme EDR par le biais de cette API. Donc l'interopérabilité, c'est ça, c'est les logs d'un côté et l'API de l'autre. C'est une excellente réponse parce que Ernest, justement, nous dit si possible les démos. Donc, possible les démonstrations, je suppose. Oui, bien sûr. Donc, je pense que oui, a priori. Peut-être. Mais tout de suite, là, tu veux dire? Alors, je pense que la personne souhaitait là maintenant tout de suite. Malheureusement, effectivement, il y a pas on n'a pas prévu une démonstration live. En revanche, est-ce qu'on peut faire? On a vos coordonnées. On peut vous contacter, que ce soit Noël, Audrey ou Guillaume, pour effectivement aller creuser ces sujets-là. Et vas-y. Après, ce qui serait intéressant au regard de cette question, c'est qu'on puisse étudier ensemble le cas d'usage, si jamais il y en a un, pour pouvoir faire une démonstration qui soit adaptée au cas d'usage de monsieur, et de regarder plus précisément en matière de détection, en matière de rémédiation, comment ça se traduit concrètement par rapport à son cas d'usage. En tout cas, c'est comme ça qu'on travaille la partie démonstration pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais effectivement, on pourra vous accompagner avec plaisir sur cette thématique. Ok. Très bien, merci. On a encore d'autres questions, donc n'hésitez pas à utiliser cette zone de questions sur l'application GoTo, et comme vous pouvez voir, on est en train d'y répondre. Sur le côté tarification, on a une question sur comment fonctionne sur l'XDR. Ok. Donc j'en parlais tout à l'heure. Au début de la table ronde. Exactement. Ce qu'il faut retenir, c'est un modèle prédictible, si on se parle vraiment de tarification. Prédictible pourquoi? Puisque vous allez être sur une tarification non pas à la volumétrie de log, mais plutôt sur une définition qui est l'asset. Ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure gestion et une meilleure prédictibilité en termes de tarifs. Bien sûr, il n'est pas question là en séance de dévoiler ça va dépendre également du cas d'usage et de comment c'est le projet. Tout à fait. Et encore une fois, ce qui va être intéressant dans ce dispositif avec notre partenaire MSSP, c'est de pouvoir bénéficier aussi de la mutualisation tarifaire et donc de bénéficier en fait des conditions proposées par Unit, et donc avec plaisir pour revenir, je ne sais pas qui a posé la question, mais pour revenir sur quel est le projet, quels sont vos enjeux, quel est le besoin exprimé, le périmètre, etc., pour qu'on puisse travailler sur une approche plus globale et pas uniquement tarifaire. Donc, préciser, quand tu dis assets, on parle de ZEP. Alors, tout à fait. Alors, la définition d'asset chez Sequoia,
Merci pour la question. Mhm. Donc, c'est le nombre d'utilisateurs Mhm. plus le nombre de serveurs. Donc, on va vraiment venir couvrir l'ensemble du périmètre opérationnel du client, donc de son système d'information. Et cette clé de calcul, on va l'intégrer pour définir le tarif tout simplement. Donc, c'est un prix à l'asset. Ce qui est très pratique, c'est que pour l'EDR, de manière générale, et en particulier SES, c'est également un prix au endpoint. C'est ça. Et nous, en tant que MSSP, on s'est calé sur ce modèle parce qu'il nous arrange en réalité, parce qu'il offre une lisibilité sans commune mesure avec un pricing à la volumétrie de l'offre. Donc, nous-mêmes, sur notre service, on price en parallèle au endpoint. J'ai une question effectivement de Victor pour toi. Unit, est-ce que vous êtes référencé dans des centrales d'achat publiques? Oui, alors on est par exemple à l'UGAP, D'accord. voilà, qui nous permet déjà d'être en prestation pour un certain nombre de clients, collectivités territoriales publiques. Mhm. On a également effectivement la partie métier, la partie des applications métiers. Comment cela fonctionne, demande Laurence. Oui, alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé en détail là, dans cette présentation, mais c'est l'un des atouts de notre solution, hein, de pouvoir être paramétré assez finement et donc de pouvoir s'adapter aux applications, même aux applications métiers qui ont parfois été développées en interne, parfois, d'après certains techniciens, développées avec les pieds, paraît-il. Et donc, bah, c'est aussi un des atouts, hein, d'avoir une solution paramétrable, c'est de pouvoir s'adapter à ce genre de cas de figure. Oui, tout à fait. C'est très bien. Il y a des questions qui continuent d'arriver, donc n'hésitez pas à utiliser cette zone. Nous allons également vous envoyer pour qui souhaitent encore revoir ou même partager sur les réseaux cette table ronde. Nous enverrons un email de remerciement pour que vous ayez le lien et également les contacts des personnes, que ce soit Noël, Guillaume ou Audrey, pour aller plus loin. Comme disait Ernest, en fait, il y a le cas d'usage à définir, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez également utiliser les formulaires du site web des Unit, Sequoia ou de StormShield pour les contacter ou même passer directement, pourquoi pas via LinkedIn, sur le fait de contacter Audrey ou Guillaume ou Noël pour aller plus loin et définir un rendez-vous pour creuser sur votre cas d'usage. On continue également sur les questions. Donc, en tant qu'entreprise MSSP, quel serait le bénéfice à me faire accompagner effectivement par un MSSP? Ça, c'est une question très intéressante. Alors, bien évidemment, pour une organisation qui choisit de se faire accompagner par un MSSP, il y a un bénéfice direct qui est de bénéficier d'une couverture de ces risques via la détection au quotidien des menaces et d'être accompagné pour produire des plans de réponse à ces menaces, bloquer ces menaces, ces attaques, quoi. Ça, c'est le premier bénéfice. Oui. Bien évidemment, en tant que SOC manager, on a aussi une vision sur des indices de compromission, sur des vulnérabilités, et on les reporte à nos clients, bien évidemment. Mais au-delà de ça, il y a tout un tas d'autres externalités positives, dont l'une qui est la plus sympa, moi je trouve, qui est que par notre posture de conseil vis-à-vis de nos clients, par le fait qu'on mette en place une organisation commune pour OPS, tarif de détection de réponse à incident, par le fait qu'on met en place des procédures, par le fait qu'on travaille sur les règles de sécurité, les politiques de sécurité, eh bien, ce qu'on voit dans 100% des cas, c'est une amélioration significative de la maturité cyber. C'est-à-dire, l'organisation renforce de manière drastique sa posture de sécurité. Je pense que c'est très complète comme réponse, Guillaume, donc je te remercie. On a également Stéphane qui nous demande, vous avez mentionné la souveraineté des solutions, je pense que c'était toi Audrey, est-ce qu'elles sont conformes RGPD? Alors, je vais parler Pour en mon nom, voilà, pour Sequoia. Effectivement, nous sommes en conformité RGPD. Cela fait partie de nos contrats aussi et de notre engagement vis-à-vis de nos partenaires MSSP, avec un hébergement, comme je le précisais, chez OVH,
Et pour aller plus loin dans cette notion de conformité et en alignement aussi avec certaines exigences imposées par l'ANSSI, ANSSI forcément de qui nous sommes très proches, c'est le fait de pouvoir proposer aussi des environnements SecNumCloud qui est un environnement qui apporte une sécurité dédiée et bien supérieure, garantissant toutes ces notions effectivement de souveraineté, etc. Et donc nous avons certains clients soumis à une réglementation plus forte qui s'appuie aussi sur nous pour pouvoir bénéficier d'une solution Sequoia, mais hébergée dans des environnements SecNumCloud. Voilà, donc pour répondre à la question, oui, nous sommes en alignement et en conformité par rapport à la réglementation RGPD. Mais aussi, pardon, je précise, depuis un peu plus d'1 an, nous sommes en conformité PCI DSS aussi. Et donc SecNumCloud, j'en ai parlé également. Voilà. C'est vrai qu'en tant que solution française, juste pour compléter ce que vient de dire Audrey, on est quand même sous le regard de pas mal de normes, certes européennes, mais en particulier françaises. Et le fait de pouvoir avoir des solutions compatibles SecNumCloud, c'est notre cas aussi. Ça peut rassurer certains demandeurs de pouvoir bénéficier de cette solution qui a un coût, un surcoût, je dirais, effectivement lié à cette inertie-là du SecNumCloud. Mais voilà, l'ANSSI est aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure, je crois, garant certaine qualité de développement. Oui, un savoir-faire, un état d'art. Voilà, et c'est vrai qu'on a pu bénéficier d'un premier niveau de certification au niveau de la solution EDR, donc qui ramène un élément de réassurance par rapport aux clients. Si je peux revenir sur la souveraineté. Bien sûr. Ça ne concerne pas tous les clients, en tout cas pas tous ceux qu'on rencontre, sont concernés par des besoins de souveraineté. Ça concerne souvent plutôt des collectivités territoriales, en tout cas la fonction publique. Il faut noter quand même que dans une combinaison SES plus Sequoia, on a vraiment toutes les équipes, les données, les développements, tout est réalisé en France sur le territoire national. Donc pour ceux que ça peut intéresser, il faut le souligner. C'est effectivement, je pense, un gage de qualité, et cette approche franco-européenne, c'est de confiance. Par les temps qui courent, effectivement, en termes de géopolitique, c'est effectivement un gage, je pense, de qualité, de sérénité pour ceux qui vont utiliser vos solutions. Donc, ça, c'est très bien. En termes de solutions EDR, StormShield, est-ce que cette solution, demande Christelle, elle est multitenante, et sur quel OS va-t-elle fonctionner? Alors oui, la solution est multitenante là récemment, et en termes de plateforme, on est concentré aujourd'hui sur 2 OS, Windows et Linux. Effectivement, on avait commencé historiquement à travailler que sur environnement Windows, qui est, j'allais dire, l'environnement sans doute le plus fragile, parce que sans doute aussi le plus utilisé. Mais effectivement, on est dorénavant aussi compatible avec Linux. Très bien. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Donc, il y a Frédéric qui vous remercie. Effectivement, c'est très instructif comme table ronde. Donc, merci pour votre expertise de sa part. Si jamais vous avez encore des questions, on va rester quelques instants en ligne. Donc, effectivement, on a pu voir dans cette table ronde comment un MSSP, donc Unit, peut vous accompagner pour gérer de manière efficace et sereine votre cybersécurité, que ce soit en toute sérénité, en fait, en apportant des solutions, enfin déjà la partie service et la partie outils ou outillage avec une solution EDR et une solution 360 ou une vision 360 de la part de Sequoia avec votre solution XDR. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Je vous propose dans ces cas-là de nous arrêter là pour cette table ronde. Je tiens à vous remercier pour vos insights sur comment apporter effectivement de la valeur et accompagner ses clients dans leur quotidien. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit StormShield, Unit ou Sequoia sur les réseaux sociaux, sur les sites web via les formulaires de contact, et on pourra effectivement vous accompagner pour creuser davantage vos cas d'usage et vous proposer des solutions adaptées à vos besoins. Donc, merci à vous trois. Merci. Merci pour nous avoir suivis et à bientôt.